Toute l'équipe d'Antenne Soir vous souhaite la bienvenue, Monsieur Brassens. Vous êtes gentil. Non, des loges extraordinaires. Oui, c'est pas mal. J'ai jamais vu ça. Un peu haut. En France, on est moins bien. On n'est pas si gâtés. On peut vous aider? Oh non, mais j'ai assez de mal à me déshabiller tout seul, comme aurait dit Tristan Bernard. Il paraît, Georges Brassens, que vous changez de corde avant chaque récital. Mais oui, ça paraît très extravagant, mais en fait, vous savez, je ne le fais pas pour mon plaisir, parce que c'est pas tellement rigolo de changer de corde. Étant donné que changer les cordes, c'est rien, ça ne demande qu'un quart d'heure. Mais pour les tendre, pour arriver à ce qu'elles ne bougent plus, pour pas qu'elles bougent quand je chante en scène, où je ne pourrai plus m'accorder, je ne pourrai plus accorder ma guitare, je suis obligé de tirer dessus pendant 1 heure et donc de les vieillir prématurément. Il paraît qu'un jour, vous auriez dit que vous abandonneriez le métier à cause de ce travail fastidieux. C'était une boutade. C'était une boutade, parce qu'en plus, c'est pas un métier. Si j'ai dit ça, c'est pas un métier, ça. C'est pas un métier, la chanson? Non, enfin, pour moi, c'est pas un métier. C'est quoi pour vous? Je sais pas, vous savez, j'ai vécu dès l'enfance, j'étais baigné dans la chanson. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ma sœur, mes cousins, mes voisins. Tout le monde chantait. Ce qui fait que je ne me souviens pas d'avoir existé sans chanson. Ce qui fait que la chanson, pour moi, a toujours été une fête dès l'enfance. Et puis, à 30 ans, quand j'ai commencé à avoir du succès en public, la fête a continué. Mais quand on réfléchit bien, quand même, on a de la chance de pouvoir écrire les chansons qui vous passent par la tête, les chansons qui vous plaisent, et d'aller les chanter en public, et de voir le public qui les aime. Et de sentir que le public marche. Oui, c'est pas un métier, ça. Si c'est un métier, c'est un des plus agréables qui soit. Est-ce que vous restez en relation avec le monde de la chanson? Est-ce que vous avez ou bien vous êtes isolé ou... J'ai toujours été isolé, mais enfin, j'ai quand même des relations. J'écoute ce qui se passe. Oui, je me tiens au courant, comme on dit. Ce n'est pas là que se trouvent vos amis. Si, j'ai des amis aussi là-dedans. Sauf que dans la chanson, les gens sont en général très occupés, alors ils se voient peu. Mais enfin, j'ai quand même des amis. J'ai passé la semaine dernière une journée avec Adamo. Là, j'avais vu Jodassin. Je suis un grand ami de Vos, d'Aznavour. Je vois beaucoup. Tino Rossi, enfin plein de gens. Et Ventura, mon éditeur. Dans votre vie, c'est les copains d'abord? Oui, mais enfin, je crois que il en va de même pour tout le monde, vous savez. Oui, mais chez vous, il y a une grande fidélité à vos amitiés, à vos amis. Mais presque tout le monde est fidèle à ses amis. Les gens qui ne sont pas fidèles à leurs amis n'ont jamais eu d'amis. C'est pas... Tout le monde est fidèle à ses amis. Seulement, comme j'en parle, moi, c'est comme la mort. Il semble que j'attache plus d'importance à l'amitié, que je ne vaux pas plus en tant qu'ami que les autres. Et mes amis ne valent pas plus que les amis des autres. Seulement, comme j'en parle et que j'ai eu une chanson, ou 2 ou 3 qui ont eu du succès en traitant de l'amitié, on remarque que j'attache de l'importance à l'amitié, mais les gens qui n'en parlent pas de l'amitié attachent aussi une grande importance. Vous en connaissez, les gens qui n'ont pas d'amis, ce sont des malheureux dans le désert. Il vous arrive, paraît-il, de demander conseil pour vos chansons à vos amis et de dire ce que tu trouves que... Oui, je demande toujours à quelques amis, pas quelques-uns en l'opinion desquels j'ai assez confiance. Quand j'ai fini une chanson, je leur demande ce qu'ils en pensent. Alors si à 5 ou 6, ils trouvent qu'une chanson est mauvaise, ou qu'un vers est mauvais, ou qu'une musique est mauvaise, alors je me rallie, je me range à leur avis, oui. Mais si vraiment je trouve quelque chose qui me plaise à fond, sur lequel je n'ai aucun doute, alors là je pense qu'il faut que j'ai tort tout seul. Il vaut mieux avoir tort tout seul que raison avec tout le monde. Et le public, il ne vous fait pas peur? On est à quelques minutes de votre récital, comment ressentez-vous cela? C'est une chose dont je n'ai jamais eu peur. Quoi qu'on en ait, c'est du public, parce que le public m'a témoigné dès le début de la sympathie, puis vite de l'affection. Alors, en général, quand j'ai rendez-vous avec le public, j'ai rendez-vous avec des amis, avec presque des parents parfois. Un petit pincement quand même? Non, j'ai peur de n'être pas à la hauteur, j'ai peur de les décevoir, mais je n'ai pas peur de... Le public me fait confiance. Je crois, c'est peut-être une prétention de ma part, j'ai l'impression que s'il m'arrivait une année d'arriver avec un bouquet qui ne soit pas à la hauteur, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une impression fausse. C'est vous dire que je n'ai pas peur de lui, je lui fais confiance. J'ai l'impression qu'il me garderait quelque temps son amitié en disant « Oh, le gros, cette année, n'a pas réussi, quoi. C'est cueillette, mais ça verra. Ça n'est jamais arrivé. Vous avez dit que vous aimiez bien la Belgique, il paraît. Et vous n'avez pas dit comme ça Non, je me sens
C'est un des rares pays dits étrangers, j'ai horreur de ce mot étranger, parce que pour moi l'étranger ça n'existe pas, mais c'est un des rares pays étrangers où je me sente quand même à mon aise, je me sens un peu chez moi. Vous aimez bien Bruxelles, je crois. Je suis chez moi que partout, comme disait l'autre, mais quand même, je suis plus chez moi à Bruxelles, par exemple. Car ici, je ne connais pas, c'est la première fois que je viens, je n'ai pas encore vu la ville. Oui, précisément, c'est... Mais j'aime assez les Belges, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est peut-être un parti pris, de ma part, c'est peut-être parce que je connais un plus grand nombre de Belges que d'Allemands, par exemple. En fait, c'est la première fois que vous faites une tournée en Wallonie. Oui, j'étais passé déjà à Liège. Et puis une fois, j'avais failli passer à plusieurs villes et j'avais eu un accident vocal là, qui m'avait empêché d'honorer, pour employer l'expression consacrée, d'honorer mes contrats. Mais c'est la première fois que je fais une tournée en province. Je dois ça à l'amitié qui a insisté pour que je vienne à la Louvière. Et puis là-dessus, Georges Matonnet est intervenu, qui m'a demandé de passer ailleurs. Finalement, ce qui fait que c'est la grande tournée. Là, on fait une tournée avec Paul Lucas, qui vient de passer avec moi à Bobino, qui est un vieil ami. Mon père avait 40 ans quand je suis né, ma mère 33, vous voyez, c'était pas des petits-enfants. Même à cet âge-là, c'est-à-dire à l'époque où j'avais ma connaissance, c'est-à-dire à l'époque où j'avais 50 ans, mon père arrivait souvent en disant « Ma mère, j'ai entendu telle chanson, et demain le copain me la rechantera, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas d'autres moyens. Demain le copain me la rechantera, et c'est celle-là. Il a chanté un bout à ma mère, et puis finalement, comme ça, ils échangeaient les chansons. Et vous écoutiez? Et moi, j'entendais tout ça. Je me nourrissais. C'était l'époque de... C'est peut-être à Tino cause Rossi? de... C'était l'époque de... C'était l'époque... Ah, c'était avant Tino Rossi. C'était avant Tino Rossi. Je suis né en 21, nous, ça devait être en 28, 27, 28, 29. Votre enfance, vous l'avez passée à Sète. Vous êtes donc ce qu'on appelle un homme du Midi. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En fait, vous vivez pratiquement toute l'année dans le Nord. Alors, comment expliquez-vous cela? Paris, c'est pas tout à fait le Nord, quand même. C'est vrai. Et le bassin parisien est un climat plus tempéré, c'est pas tout à fait le Nord. Mais je me plais à Paris parce que j'y suis venu au moment de l'adolescence, au moment de la guerre d'ailleurs, et que la plupart de mes amis, les amis que j'avais à Sète, habitent Paris. Et comme j'ai noué d'autres amitiés à Paris, j'habite Paris, bien sûr. Il semble préférable de vivre dans le Midi, mais moi je n'ai pas tellement besoin de soleil, non. D'ailleurs, il y a une chanson, je n'ai plus le titre en tête, mais vous parlez de ces paysans imbéciles où il ne pleut jamais. Oui. Ça me fait sourire quand vous dites oui. ça. C'est peut-être ça. Non, je crois que vous savez, le soleil, les méridionaux s'en foutent du soleil. D'ailleurs, vous voyez comment ils construisent leur maison, comment ils ferment leurs volets. Vous verrez jamais un méridional passer au soleil. Quand vous voyez un type qui passe au soleil dans le Midi, vous pouvez être sûr que c'est un type du Nord. À Sète, c'est donc votre enfance qui se passe là. Et il paraît que vous étiez un élève moyen. Vous n'aimiez pas étudier ou faisiez autre chose? Donc, il est de bon ton de dire, quand on a un peu quelque notoriété, de dire qu'on était un crétin défini, pas un crétin, un cancre définitif. Moi, je n'étais pas un cancre, j'étais un élève j'avais assez peur de ma mère, qui était, en sa qualité d'italienne, assez sévère, et qui faisait la loi à la maison, et qui tenait à ce que je fisse des études brillantes. Je n'ai pas fini, la pauvre femme, elle n'a pas eu de grande satisfaction avec moi. J'aimais la chanson, vous savez, et dès le collège, je ne pensais qu'à ça. Je me souviens des cours de sciences naturelles pendant lesquels je chantais les chansons de Ray Ventura. Je me souviens très bien de ça. Je me vois encore en train de taper sur la table et de battre la mesure comme ça en chantant « Un Français de bonne mine, rapporté de son voyage en Chine ». Je ne m'occupais que de chansons. C'est peut-être à cause de ça que j'ai raté ma vocation. J'aurais peut-être été autre chose. J'aurais peut-être été un vrai poète, alors que je ne suis qu'un humble faiseur de couplets. Parce que j'ai vécu dans la chanson. Peut-être si au lieu d'être nourri dès l'enfance de chansons qui parfois quand même, parce que on dit souvent que les chansons écrites aujourd'hui sont imbéciles. Il y en a beaucoup d'ailleurs d'imbéciles, mais avant il y en avait aussi un gros paquet. Si j'avais été nourri dès l'enfance des choses un peu plus substantielles, peut-être serais-je allé plus haut. Bon, alors vous quittez Sète pour Paris, et c'est pour la chanson. Encore une fois, vous tentez l'aventure. Oui, là je tente l'aventure, je vais vers Paris où j'avais une tante, une sœur de ma mère qui était là-bas, et je viens pour tenter l'aventure dans la chanson, avec ma prétention bien sûr, et mon prétendu génie. Et là je me suis tout de suite aperçu que les chansons que j'écrivais étaient bien plus mauvaises que les pires qu'on entendait à cette époque. Et comme j'étais assez orgueilleux, j'ai pas osé livrer au public
des choses informes et je me suis mis à apprendre à écrire, à essayer d'apprendre à écrire. Enfin, je crois que j'y suis un peu arrivé. Et je me suis mis à ce moment-là à fréquenter les poètes. Alors j'ai eu ma vraie crise, alors de vrai génie. À ce moment-là, 23-24 ans, j'ai vraiment cru que j'étais un génie. Alors j'ai commis des tas de vers. Puis un beau jour, plus sagement, je suis revenu à la chanson. Et alors à ce moment-là, j'ai écrit des chansons moins un peu plus relevées que les premières. Les premières qui étaient influencées, mais mal, influencées directement des chansons de Misraki, de Tranchant, de Traîné, de Johnny S, de Mireille. Vos débuts dans la chanson, enfin lorsque vous montez à Paris, en fait le début là, c'est à l'impasse Fleurimont. Alors j'aimerais bien que vous me parliez de qu'est-ce que ça représente pour vous maintenant, l'impasse Fleurimont. Je sais pas. Ça représente sûrement grand-chose, mais je n'y pense pas trop. C'était pas le bon temps? Si, c'était le bon temps. C'est toujours le bon temps. Quelqu'un a dit ça. Le temps passé, il est toujours joli. Mais j'aime mieux ne pas trop y penser. Vous voyez, c'est comme mes parents, je n'y pense pas trop. Ils sont toujours là. Vous savez, moi, j'ai cette particularité. Je suis comme les anciens Indiens qui amenaient les os de leurs ancêtres sur leur épaule dans un sac. Moi, je les amène, ils sont autour de moi. Je les amène pas, là, je ne garde pas les os, bien sûr, parce que je n'attache aucune importance à ceux qui n'existent pas. Ça n'existe pas, les os. Rien n'existe, mais je les ai toujours autour de moi, ce qui fait que je ne pense pas trop à eux. Je m'efforce, je fais en sorte que mon père, ma mère, Jeanne, Marcel, les chats, les chiens, tous les gens que j'ai aimés, que j'ai connus, que j'ai fréquentés pendant 20 ans ou 25 ans, là, ne soient pas absents, ils sont toujours là. Jeanne, vous avez dit Jeanne, c'est la Jeanne de vos chansons. C'est la Jeanne des chansons. Si je me mettais à penser à eux en tant que morts, je finirais quand même par m'habituer à l'idée qu'ils sont morts, à m'habituer à ne plus penser à eux. Je vis comme si j'allais les retrouver en rentrant à Paris et puis en allant jusqu'à 7. J'ai surtout peur de la mort des gens que j'aime. Je l'ai vu assez souvent, justement, cette catastrophe arriver pour que... Mais je parle de la mort pas pour ça. Je parle de la mort parce que si on ne parle pas de la mort sur cette terre, de quoi peut-on parler? Et puis vous savez, Baudelaire a écrit à peu près 300 pièces, ou 250, ou 400, j'en sais rien. Il y en a au moins 15% qui parlent de la mort. La Fontaine a écrit 20 fables sur la mort, 30 fables. Totem éternel. Moi, évidemment, sur une scène de musical, venir parler d'un fossoyeur, ça se remarque plus que si c'était dans les pages d'un livre. Est-ce que votre vie a changé depuis que vous êtes devenu célèbre, entre guillemets? Parce qu'il y a la célébrité maintenant, il y a les interviews, il y a toutes ces... Tout change. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Dans la même eau, tout change. Dire que j'ai changé dans le sens où je pense, vous me le demandez, je ne crois pas. Dans votre mode de vie, plutôt, c'est ça? Mon mode de vie n'a pas tellement changé, non. Je n'ai pas changé de vie, puisque j'étais dans la même maison, j'avais à peu près les mêmes chats. J'ai pas changé. Les chats, ça compte pour vous? C'était le même escalier, oui, ça compte, oui. Je ne sais pas si ça compte vraiment pour moi. J'ai eu un chat dès l'enfance. Dès 3 ans, j'avais un chat. Et puis, en arrivant chez Jeanne, évidemment, il y avait plein de chats. Alors, je me demande si Jeanne n'a pas quand même été... C'était elle qui nous pourvoyait en chat, c'est sûr. Dès qu'elle trouvait un chat, dès qu'elle entendait parler d'un chat, et même je la soupçonne parfois d'avoir volé des chats. Pour la ramener à la maison. Croire qu'ils étaient perdus. L'amitié, c'est un des grands thèmes de vos chansons, mais il y a également l'amour. Alors une question, au fond, vous ne vous êtes jamais marié. C'est difficile de parler de l'amitié, mais alors l'amour, c'est l'amour, impossible. Oui. C'est impossible. Votre conception de l'amour? On n'en peut parler que comme ça. Je n'ai aucune conception de l'amour. Vous savez, je pense que je n'en ai aucune. L'amour, c'est pas une chose qui se pratique tout seul. Alors, selon les sujets, on a une conception nouvelle de l'amour chaque fois, à moins d'être un autoritaire, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Mais j'aime pas trop parler de l'amour, je dois dire, parce que c'est... un sujet tabou? C'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet assez sacré quand même. Il vaut mieux ne pas dire trop d'âneries là-dessus, surtout que si des âneries ont été proférées sur cette terre, c'est bien à propos d'amour, alors je ne veux pas grossir. Le nombre des déclarations ineptes sur l'amour. Parlons un peu des femmes alors. Il y a beaucoup de mouvements d'émancipation actuellement, il y a beaucoup de remue-ménage autour de cela. Qu'est-ce que vous pensez de... Je ne sais pas, moi la plupart des femmes que j'ai connues étaient relativement émancipées quand même, faisaient à peu près la loi, sous des airs un peu
Je me demande si elles affectent pas un peu quand même de n'être pas libres. Enfin, ça c'est... Peut-être que dans le domaine social, par exemple, évidemment, les avantages sociaux leur étaient refusés. Dans le domaine professionnel aussi, sans doute, avaient-elles besoin de libération. En ce qui concerne la libération à l'égard du mal, je ne sais pas si elles se sont pas libérées depuis longtemps, finalement. Vous savez très bien que quand une femme veut un homme, c'est elle qui le choisit. Quand elle veut laisser tomber un type, c'est elle qui décide du moment. En fait, vous savez, je crois que les femmes n'ont besoin de personne pour se défendre. Sur le plan social, sans doute. Par exemple, une femme qui était abandonnée avec un enfant, évidemment, est en difficulté, en détresse. Vous ne regrettez pas les Vénus d'antan? Non, non, pas du tout. Je pense quand même que tout ce qui se fait dans ce domaine-là est quand même très important. On a parlé de la peur tout à l'heure, la peur de la mort, et il semble que vous l'ayez bien apprivoisée, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses quand même dont vous avez peur? Est-ce qu'à certains moments vous ne ressentez pas de l'angoisse? Et quand? Oh si, bien sûr, quand je lis les journaux par exemple, quand j'écoute la radio, quand j'ai l'imprudence de regarder la télévision, le journal télévisé par exemple. Ça vous fait peur? La violence partout, la guerre partout. Tout ça, ça me fait quand même un peu peur, pas tellement peur pour moi, mais enfin pour le destin de l'humanité. Et puis la façon dont on vit peut-être aujourd'hui ne correspond. Mais dans ce domaine-là, il faut toujours faire très attention. On a toujours tendance à regretter le passé, à s'imaginer qu'on vivait mieux autrefois, qu'on était plus heureux autrefois. Ça, je ne crois pas que ce soit très très vrai, ça.